Non, en fait, j'ai appris des mots nouveaux que sans doute plein de gens connaissent dans tes podcasts. Et moi, je suis un produit pur du monde patriarcal. Et je suis donc, j'ai compris, et c'était pas évident, et j'apprends encore aujourd'hui, que je suis cisgenre, ça je savais pas ce que ça veut dire, blanc, bien né, qui a fait des études dans une famille bourgeoise, catho, complètement hétéro, qui était chef d'entreprise, qui a du succès, qui est auprès des femmes, et donc quand je parle, on m'écoute. Et ça, je m'en rendais pas compte du tout jusqu'à maintenant. Exécuté par qui? Fabrice Florent. Bonjour, bonsoir, bon après-midi à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de mec. Chaque 2e et 4e mercredi de chaque mois à partir de 6h du matin, on parle avec des mecs de leur rapport à la masculinité et de répondre à la question « C'est quoi pour toi être un homme ?» Je suis Fabrice Florent et dans la vie, je fais des podcasts d'interviews et de discussions et je crée du contenu. Si vous aimez ce podcast, allez écouter la bande-annonce pour en découvrir un peu plus sur moi et mes autres podcasts. N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un cool commentaire et 5 étoiles au podcast sur Apple Podcasts et de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez mon boulot. On est donc avec Charlie. Salut Charlie. Charlie, tu as marqué de ta patte à tout jamais le nouveau podcast que j'ai lancé, le dernier podcast que j'ai lancé qui s'appelle Histoire d'argent, où t'es venu parler de ton histoire et de ta vie avec tes 500 000 euros de dette pendant des années et des années, une décennie auprès des banques. Je vous invite à aller écouter cet épisode. Je vous mettrai le lien dans les notes. Alors, si vous voulez pas entendre la fin, bouchez vos oreilles pendant 1 minute, d'accord ? Ou alors avancez d'1 minute ou 2, ok ? Parce que je voudrais en profiter que tu sois là pour venir parler de masculinité dans l'histoire de mec, pour prendre de tes nouvelles, parce que à la fin de l'épisode, donc là ça spoil de ouf, attention, tu racontes que potentiellement, t'étais plus trop sûr, t'avais plus trop la date, etc., mais sans aucun doute, en 2022, c'est la fin de ton jugement. Enfin, c'est la fin de ton jugement. Ça fait 10 ans et donc il y a prescription et donc tes dettes sont annulées. Tu sais pas, je te vois... Annulé oui, il y a prescription, c'est de la jurisprudence. Donc, s'ils veulent venir me chercher, ils me chercheront, mais moi, je me défendrai. Et normalement, le juge dira, vous avez eu 10 ans pour réclamer l'argent à M. Haro, c'est bon maintenant, quoi. Je veux dire, pourquoi vous réagissez maintenant alors que vous avez eu 10 ans pour le faire? 10 ans, c'est beaucoup, quand même. On leur donne 10 ans pour venir chercher leur dette. Et donc, Ils sont pas venus me chercher, du tout. Ils m'ont même pas écrit rien. Donc, si tu veux, je pense que je me défendrai. En fait, faut que j'accepte d'avoir cette dette, parce que c'est une dette, mais que mes créanciers n'ont pas fait leur job aussi. Tu vois, voilà. Donc. Et tu disais à la fin que peut-être l'annulation de cette dette sera un cadeau dingue pour toi. Tu le vis comme un cadeau dingue ou c'est encore dur pour toi? Je te sens pas avec un cadeau fou là, tu vois. Ouais. Je pense que en fait, il faut que je travaille. C'est bien que tu me parles de cadeau. C'est un beau mot. J'aime beaucoup ce mot cadeau. C'est toi qui l'as utilisé. Ouais, c'est ça. Ouais. Et je pense que peut-être que la banque, inconsciemment, évidemment, j'imagine, parce que je pense pas que la banque va me dire on vous fait cadeau, monsieur Haro, de 500 000 euros. Mais pourquoi pas? En tout cas, je le pense pas et je peux le vivre et l'accepter en disant la banque m'a fait cadeau de 500 000 euros. Et c'est vrai. Enfin, je n'ai pas payé les 500 000 euros que je dois. Donc c'est comme si je les avais reçus. Ouais. Quelque part. Mais c'est tellement énorme. Et en même temps, je sais pas, quoi. Ça me dépasse. Ouais, c'est tout. Ça me dépasse. C'est compliqué. Tu vois, je peux pas crier de joie en disant, ouais, j'ai gagné 500 000 euros. C'est pas vrai. Et en même temps, c'est la réalité quand même, puisque si la jurisprudence dit on a 10 ans pour réclamer les dettes à quelqu'un et qu'il l'a pas fait, ça veut dire que, monsieur Haro, on vous fait cadeau de 500 000 euros. Voilà. Je te propose qu'on se retrouve dans Histoire d'argent dans 1 an. Oui. Okay. Oui, mais avec grand pour plaisir. Faire la suite parce que là, il y a officielle de l'histoire. Oui. Parce que ça bouge très très fort au niveau financier autour de moi.
j'imagine. Donc RDV, on va dire mai-juin prochain, quoi. Ça serait vraiment très cool. Avec plaisir. En attendant, tu es passé à Paris et tu m'as envoyé un message en me disant que tu avais découvert mon podcast Histoire de mec. C'est pour ça que t'es là. C'est vrai. Et que c'est vraiment un truc dont t'aimerais parler, de masculinité, etc. Alors c'est marrant parce que avant qu'on démarre, je t'ai fait taire, comme parfois ça démarre, parce qu'en fait t'étais en train de démarrer la discussion et je t'ai dit Charlie, tu te tais maintenant, parce que t'étais vraiment en train de... Et tu m'as dit que tu t'étais reglissé dans la peau d'un petit garçon. Je trouvais ça intéressant. Pourquoi ? Bah, c'est mes peurs qui reviennent. J'ai peur, tu me dis, t'as peur de quoi ? Et je t'ai dit, c'est le petit garçon Charles-André qui était mauvais à l'école, qu'on punissait tout le temps, qui faisait que des bêtises, et donc qui est mauvais. Et je me disais, mais qu'est-ce que je viens faire dans le micro du grand podcasteur c'est pour moi, t'es un grand monsieur. Et en tout cas, tu te donnes les moyens et t'assumes qui tu es. Je mesure 1m87. En plus. Et moi, j'ai toujours voulu mesurer 1m80, je fais 1m76. Et avec mon âge, j'ai perdu 1 cm, maintenant je fais 1m75, j'ai les boules. Et donc voilà, et je me suis dit, mais il a interrogé Christophe André, il a interrogé des grandes personnalités. Dernièrement, une femme, là, que j'ai écoutée, actrice et scénariste, bon, c'est pas grave. Actrice et scénariste. Et quand j'ai écouté ça, je dis, mais de quoi, toi, Charles-André Haro, t'es légitime pour venir ici En plus, c'est même moi qui te l'ai demandé. Enfin, voilà, il y a eu 2 choses qui sont venues. C'est le petit garçon mauvais qui va raconter des trucs qui sont pas intéressants, et le gars qui a un ego surdimensionné, qui se la pète grave. Ok. Donc, stop, Charlie, aligne-toi, réaligne-toi, et t'as été très fort, parce que tu m'as tout de suite remis en place. Tais-toi. C'est ça dont j'ai besoin. J'aime bien quand on me confronte. Ok. Et donc, merci d'être là. Parce qu'en plus, je crois que t'as plein de trucs intéressants à raconter. Sinon, crois-moi, vraiment, mon job étant de faire le podcast le plus cool possible, je n'ai pas envie d'avoir des gens qui ne sont pas intéressants. Oui, c'est ça, au en bout fait. du micro. Donc, tu peux me faire confiance. Ou alors, si c'est nul, tu ne le mettras pas en podcast. Exactement. Mais je crois pas que ce soit parti sur le fait que ce sera nul. Est-ce que tu peux te présenter rapidement ? Donc, tu t'appelles Charlie, tu as 56 ans, c'est ça ? 57 ans. Et tu sais à quel point j'ai pas eu beaucoup de mecs qui ont plus de 50 ans dans ce podcast. Donc, je suis très heureux à chaque fois que j'ai un quinquas et plus, tu vois, parce qu'il y en a pas beaucoup. Et je trouve que la parole des mecs quinquas et plus, quoi, tu vois, on va dire des vieux. Parce que bon. C'est ça. C'est ça, hein. Et puissante et importante, quoi. Mais oui. J'ai écouté ton dernier podcast, enfin un des derniers, avec un gars qui est qui fait rire les gens, là. Tu fais du théâtre, un humoriste, qui s'appelle Jérémy Demey, c'est ça ? Non. Qui dit tout le temps un truc de ouf et tout. Tu vois qui c'est ? Il est de père congolais et de mère algérienne, je crois. Nordine Gonzo. Voilà. Oui. J'ai écouté. Qui a 25 ans. C'est ça, tout 20. jeune. Je dis putain. Même pas sûr qu'il ait 25 ans. Non. Et je suis content, tu vois, d'être à ce micro, parce que je me retrouve tellement en lui, et en même temps, je vois un homme hyper mature, et en même temps, je me dis, mais il a encore tant de choses à faire et à vivre pour arriver à mon âge. Et j'ai envie de juste lui dire, mais vas-y à fond, t'es sur le bon chemin, quoi. C'est magnifique. Moi, j'ai appris tout ce qu'il sait tellement tardivement. À 25 ans, moi, j'étais pas du tout comme lui, tu vois. Voilà, donc. T'étais où à 25 ans ? Quand j'avais 25 ans ? Enfin, t'étais où ? En tout cas, mentalement, en tant qu'homme. Je commençais à réfléchir à ma vie professionnelle, puisque à 25 ans, je pense que j'avais fait mon premier job. Okay. Un job salarié à Lille, dans une boîte de transport. J'avais fait une école de commerce et j'avais mon costume 3 pièces et ma petite AX. Et je visitais les boîtes pour vendre du transport. C'était vraiment pas passionnant, mais ça m'a mis vraiment le pied à l'étrier. Je suis resté 6 mois dans cette boîte. Et en fait, à 1 an après, je montais ma boîte. Ok. Donc, et après, j'étais indépendant toute ma vie.
jusqu'à ma dépression. Voilà. Allez écouter l'épisode d'Histoire d'argent, on en parle. Voilà, donc donc moi j'ai envie de démarrer en disant, en fait, j'ai appris des mots nouveaux que sans doute plein de gens connaissent dans tes podcasts. C'est ce que j'imagine qu'il y a beaucoup de jeunes qui t'écoutent. Et moi, je suis un produit pur du monde patriarcal. Ok. Voilà. Et je suis donc, j'ai compris, et c'était pas évident, et j'apprends encore aujourd'hui, hein, que je suis cisgenre. Ok. Ça, je savais pas ce que ça voulait dire. Ouais. Blanc, bien né, qui a fait des études dans une famille bourgeoise, catho. Hétéro. Plutôt hétéro, enfin, complètement hétéro. Totalement hétéro. Ouais, totalement hétéro. Merci de me le dire, j'ai oublié. Et puis, je pose la question, hein, qui était chef d'entreprise, qui est plutôt pas trop mal de sa personne. Et donc, plutôt bel homme, tu veux dire, plutôt bel homme. Merci. Non, mais quand tu dis pas trop mal de sa personne, oui, tu veux dire physiquement. Oui, physiquement. Qui a du succès, qui est auprès des femmes, et donc, quand je parle, on m'écoute. Et ça, je m'en rendais pas compte du tout jusqu'à maintenant. Si j'avais été une femme noire avec un accent, je peux aller plus loin, handicapée, etc., qui disait exactement les mêmes mots que moi je vais dire au même moment, aux mêmes personnes, ça marche pas pareil. Et ça, quand j'ai pris conscience de ça, j'ai été aidé, hein. Par qui ? Par des tas de gens qui font partie du monde polyamoureux. Okay. Dont je fais partie. On va en parler. Si tu veux. Bon, oui. Et des femmes et des hommes. Ok. Et notamment un homme qui est à peu près comme moi, un peu plus jeune que moi, et qui m'a fait comprendre que oui, ça, il l'avait pas choisi, entre guillemets, déjà d'être genre homme, blanc. En même temps, moi, je pense qu'on le choisit parce que je suis bouddhiste, mais lui, il disait, je l'ai pas choisi. Et en fait, faut que j'assume qui je suis. C'est-à-dire que je prenne conscience que j'ai cette position, que quand je parle, on m'écoute. Et c'est pas juste pour certains autres. Mais en même temps, c'est pas juste aussi pour nous, qui sommes ce qu'on est et qu'on nous écoute. Avant, j'avais tendance à dire, mais chacun sa merde, quoi. Tu vois? Type un peu arrogant et tout ça, machin. T'as qu'à faire ce qu'il faut pour qu'on t'écoute. J'avais pas du tout cette conscience-là. Et moi, aujourd'hui, je suis en train dans cette phase-là depuis quelques années de changement et je me dis, mais c'est génial, quoi. Et merci de dire qu'il y a peu de gens qui ont plus de 50 ans qui viennent à ton micro parce que moi, j'ai plein d'amis qui ont mon âge et qui en sont pas du tout là. Alors, c'est très présomptueux ce que je dis. Quand je dis, ils sont pas du tout là. Parce que ça avait comme si j'avais atteint un niveau au-dessus d'eux. Mais qui n'ont pas cette conscience. C'est dur de changer, arriver à un certain âge, parce qu'en fait, plus tu vieillis, j'ai l'impression, plus c'est dur et dangereux et que c'est plein d'obstacles, en fait, d'ouvrir cette boîte de Pandore qui est la masculinité, tes privilèges, et dont il faut, sans pour autant se flageller la gueule, au moins en avoir conscience. C'est ça. Quoi. C'est ça. Pardon, mais la première question de ce podcast, c'est quoi pour toi être un homme? Tu viens d'y répondre, quoi. J'ai même pas eu besoin de faire. Merci pour ça. Welcome. Mais c'est trop cool aussi que tu viennes prendre la parole et que tu viennes dire ça. Parce qu'en fait, je trouve que ça veut dire qu'en fait, tu peux changer à n'importe quel âge. Merci de m'ouvrir cette porte parce que mon amoureuse me dit, qui est plus jeune que moi, qui a 40 ans, féministe, de gauche, très engagée, qui travaille dans le social, me dit, mais je t'admire dans ta capacité à vouloir changer et à te battre contre toi-même. Parce qu'en fait, c'est une vraie bagarre intérieure, quoi. Quand t'es un pur produit patriarcal, toute ta vie, t'as été ce produit-là et tu l'as nourri. Et l'extérieur, les gens qui t'ont rencontré l'ont nourri. Et tout d'un coup, tu te dis, ça va plus, j'ai plus envie de ça. Je veux plus être ça. Tu vois, j'imagine, c'est un peu comme la coming out, en fait. Hein, tu vois, j'ai envie juste de dire, peut-être que je fais mon coming out à ma manière. Ouais. Mais voilà. Et c'est ce qu'elle me dit. Elle me dit, waouh, des fois, tu retournes dans tes parties sombres qui existent et il faut les accepter, hein. Ces parties sombres, faut pas les rejeter. C'est quoi tes parties sombres? Oula.
Ah, ça, ouais. J'allais t'amener là-dessus. Hein, ouais, bon. Bien. Waouh. C'est salaud, ça. Non, mais t'as raison. On peut y venir plus tard. Oui, hein, oui. mais... C'est violent, en fait. En même temps, si tu veux, je travaille ça aussi parce que grâce à la relation à l'argent, enfin, le travail que j'ai fait avec Christian Junod sur la relation à l'argent, et maintenant c'est mon métier aussi, hein, de te faire travailler les gens sur la relation à l'argent, puisque je suis spécialiste de la relation à l'argent. Et on travaille sur les polarités. Hein, PKS, Peter Cunning nous a appris à dire on a plein de parts en nous. Il y a plein de facettes. Des parts ou des facettes, si tu veux. Et elles ont toutes le droit d'exister. Et ma part aujourd'hui d'homme patriarcal, cisgenre, blanc, etc., elle a le droit d'exister. C'est juste que faut prendre conscience qu'elle est au volant du bus à ce moment-là et que ne la laisse pas au volant du bus en permanence. C'est comme le radin ou comme le généreux. Ils ont tout le droit d'exister, mais à chaque fois, ça a de la valeur. Et la conscience, pour moi, c'est primordial. À partir du moment où j'ai conscience que une part est au volant du bus, pourquoi elle est au volant? Est-ce que c'est la bonne part à ce moment-là? Est-ce que je la laisse pas? Tu vois, c'est la position méta. Hein. Ouais. Donc, ouais. Mais t'as pas répondu. Hein. À mes façons. À tes facettes. En fait, je trouve ça génial parce que c'est vraiment trop bien que tu me racontes que ta copine, elle te lance sur... C'est hyper fort de te lancer. On n'est pas obligé de répondre tout de suite, hein, on peut y aller un peu plus tard. Mais j'aimerais bien qu'on l'aborde à un moment donné. Parce que... Et je sais que tu en es capable parce que tu as démarré ce podcast dont on parlait tout à l'heure sur l'argent en disant bah moi j'ai été un voleur, un menteur, un tricheur. J'ai fait OK. C'est ça. Le mec balance d'entrée et je trouvais ça tellement sain de ta part que tu les donnes tout de suite, que tu viennes pas te foutre derrière un écran de fumée, etc. Que je me suis dit bon bah Charlie il est aussi un bon client peut-être pour venir exprimer aux mecs qui nous écoutent qu'en fait c'est très bien de pouvoir avoir plein de facettes différentes et comme tu dis qu'elles existent, de pouvoir avoir une facette infidèle, de pouvoir avoir une facette de lâche. Et qu'est-ce que c'est que l'infidélité? Exactement. De pouvoir avoir une facette de menteur, de pouvoir avoir une facette violente, de pouvoir avoir, enfin voilà, que tous et d'avoir une facette aussi positive, courageux, etc., etc. Que tout ça doit exister en même temps. Quoi. C'est ça. Et c'est pour ça que c'est difficile d'aller chercher ces parts plus sombres ou qu'on aime moins parce que évidemment la société nous-mêmes on aime bien être généreux, gentil, tolérant, pouvoir doux, le dire sur Instagram. Voilà, c'est ça et c'est vrai que c'est ok, mais ça veut dire on n'accepte pas toutes nos faces sombres et ces faces sombres si on les fait pas vivre et qu'on leur dit pas t'as le droit de vivre aussi, qu'on les cajole pas, on les cache, donc en fait on va faire les trucs par derrière, on va être on va pas être authentique avec comme tu dis, tu viens, t'arrives, etc. Et on le voit bien, des gens qui sont au micro souvent c'est difficile qu'ils aillent chercher en eux et je comprends, mais même moi tu vois quand tu m'as dit ça m'a tout de suite mis en lien et c'est pas avec toi que j'ai écouté ce podcast, je crois. Non, c'était les couilles sur la table. Ok. Sur la pornographie, tu vois. Moi, aujourd'hui, je suis un consommateur de la pornographie. Et ça me parle beaucoup et je veux comprendre ce qui se passe chez moi, pourquoi je vais chercher la pornographie, qu'est-ce que ça me fait. Et ce podcast là sur les couilles sur la table d'un prof, je crois, c'était assez génial. Je le conseille à tout le monde d'écouter ça. Parce que faut pas dire que ça n'existe pas. Aujourd'hui, ça prend. C'est je sais pas quoi. C'est le premier truc d'internet avec les voyages, quoi. Voilà, la pornographie. Et donc c'est sûrement une face sombre de moi, mais peut-être qu'elle est utile. J'ai pas tout compris pourquoi elle serait utile encore aujourd'hui. Peut-être que oui, j'en sais rien. C'est peut-être pas le moment d'en parler, mais voilà, c'est une face sombre pour moi d'être addict à ça. C'est-à-dire que t'es accro, vraiment? Ah oui, parce qu'aujourd'hui, je ne sais plus me masturber sans regarder une vidéo porno. Ok. Et donc, j'ai lu des tas de trucs là-dessus, psychologiques, qui disaient, pour vous entraîner à vous libérer de l'image porno, masturbez-vous sans images. Et créez-vous des images dans votre esprit. Waouh, c'est super dur pour moi, en fait. Okay. Je vais aller vite au truc. Et en fait, je suis un consommateur. C'est-à-dire, je veux aller vite à quelque chose qui m'intéresse. Et comme je suis un addict, j'en bouffe plein. Si j'aime le chocolat, je vais en manger plein. Je vais pas manger 2 carrés. Quand je bois un verre de vin, je vais en boire 10.
Et ça, c'est ma face sombre aussi. Bah oui. Voilà. T'as une phase compulsive, quoi. Oui, j'ai une phase compulsive, addictive, et j'étais un gros fumeur, par exemple. J'ai fumé pendant 35 ans et je comptais pas mes clopes. Et j'ai décidé à un moment donné d'arrêter de fumer et je suis super heureux d'avoir arrêté de fumer. Donc, mais ça avait de la valeur à l'époque parce que je pense que la clope m'a permis d'être en lien avec certaines personnes, de me tester aussi sur ma capacité à faire du sport alors que je fumais, enfin, etc. Donc, alors on peut peut-être aborder l'histoire des faces sombres un peu différemment. C'est que quel genre de mec t'as pu être tout au long de ta vie avant de découvrir, j'imagine depuis quelques années, tu vois, tout ce dont tu parlais il y a quelques minutes. Moi, j'ai eu la chance d'être très aimé dans ma famille. Je viens d'une famille de 5 enfants où je suis le seul garçon. Je suis en plein milieu. Donc j'ai 2 sœurs avant, 2 sœurs après. Et donc j'étais le chouchou, quoi. Le garçon de la famille. Dans la famille, on disait des choses sur moi qui étaient drôles et en même temps pas complètement drôles. C'est-à-dire que j'étais le garçon, le milieu, donc un peu le pilier. J'étais le numéro 3, donc la part sociale, la part fiscale, parce qu'avant c'est des demi-parts fiscales, le troisième c'est une part fiscale complète. Donc tu vois, que du positif. Et j'étais un enfant qui n'était pas bien dans sa peau a priori, mais inconsciemment, puisque je volais, j'ai volé des tas de choses, je volais de l'argent à mes parents. J'ai écouté l'épisode. Voilà. Donc, mais je réussissais quasiment tout ce que je faisais, même si j'étais mauvais à l'école. Mes parents m'ont beaucoup aidé. J'ai fait 3 secondes et puis voilà, j'ai quand même fait des études. J'ai fait un DUT génie méca, puis ensuite un DUT Tech de Co. Ça m'a vraiment appris que j'aimais le commerce, j'aimais les relations. J'aimais aussi être dans un milieu féminin. Ouais. Excuse-moi, mais ton père, t'as la sensation que ton père t'a élevé un peu comme son héritier, entre guillemets? Pas du tout. Mon père, je crois que mon père, il m'aimait beaucoup. Aujourd'hui, il me dit, je suis très admiratif de ce que t'as fait. Mon père était très absent parce qu'il bossait comme un malade et, enfin, il bossait beaucoup et pour moi, c'était celui qui me punissait. Quand il rentrait, tu veux dire, ouais, il punissait. Ouais, moi, il avait le rôle de bad cop, c'est ça? C'est ça, parce que maman travaillait pas, donc elle s'occupait de nous. Elle me punissait aussi, mais ça me faisait rien. Elle me faisait donner des fessées, beaucoup de fessées quand j'étais petit, mais je disais même pas mal. Et en fait, je me souviens très très bien, et j'ai travaillé ça en psy, avec ma psy. Mon père me prenait la main et me tapait sur la main. Te prenait la main? Il me prenait la main et il me donnait des claques sur la main. Avec sa main gauche, il me prenait la main et avec sa main droite, il me tapait la main quand je faisais des bêtises. Et ça me touchait, mais beaucoup plus que les fessées de ma mère. Pourquoi? Parce que c'était mon père qui faisait la morale et qui me frappait la main, en disant t'as fait une bêtise et là ça me touchait parce que c'était lui et je le voyais pas souvent et quand c'est lui qui le faisait, donc non, mon père et quand je lui raconte ça, il s'en souvient pas. Il dit mais non, mais tu racontes n'importe quoi. Alors des fois je me dis mais c'est vrai peut-être que je raconte, mais je crois pas. En tout cas bon, j'ai bossé ça avec ma psy, ça me fait du bien aussi de me libérer de tout ça, mais non, mon père me voyait pas comme l'héritier. Mon père, si le porteur du nom, quand même. Voilà. Mais bon, Haro, c'était un nom à la con, ça m'intéressait pas. Celui de ma mère était intéressant parce que ma mère est Fèvre d'Arcier. Donc Fèvre d'Arcier, tu vois, aujourd'hui, si je mets un peu l'ego en route, je dis si je m'appelais Charles-André Fèvre d'Arcier, ça se la pète grave. La classe. Ouais, ça serait beaucoup plus joli que Haro. Mais bon, ça va. Okay. Donc mon père, non. Il n'y avait pas beaucoup de place pour l'homme dans ma famille, en fait. Mon père étant très absent, il aimait beaucoup ma mère, c'est maman qui décidait beaucoup de choses. Et c'était un monde de femmes. D'ailleurs, moi, quand on me disait qu'est-ce que tu veux faire quand tu seras plus grand, je disais je veux être une fille. Ah ouais? Ouais. Pourquoi? Parce que je voyais que des filles partout, je disais c'est vachement bien d'être une fille. Je me déguisais en fille, par exemple, tu vois. Ah, okay. Qu'est-ce qui était bien pour toi d'être une fille? J'en sais plus. Okay. Si, je me souviens, j'aimais bien qu'on mette des robes.
J'aimais bien. Et je trouve que dans le monde d'aujourd'hui où on donne la possibilité aux jeunes de pas accepter forcément leur genre et de s'habiller comme ils ont envie de s'habiller. Moi, j'ai mon neveu qui s'habille en robe. Et jusqu'à qu'il aille en grande section ou en CP, il s'habillait en robe beaucoup et c'était OK pour la famille, tu vois. Et à l'école, on s'est moqué de lui, vraiment. Et à ce moment-là, il a dit, je veux plus mettre ma robe quand j'irai à l'école. C'est terrible. Bah oui. Ah putain. Et ça, moi, ça me touche profondément parce que de quel droit on dit, toi, t'es un garçon, tu te mets un pantalon, toi, t'es une fille, tu te mets une jupe. Moi, en fait, j'aimais être une femme parce que j'avais envie de liberté. Et que la femme, elle peut s'habiller comme elle veut, elle peut s'habiller comme un garçon et comme une fille, alors que nous, on peut pas s'habiller comme une fille. T'as la sensation que d'avoir été élevé en tant que mec, ça t'a restreint dans un couloir, notamment en termes d'apparence, c'est ça? Oui. Et avec ce que je sais aujourd'hui, je pense que j'aurais été beaucoup plus... Moi qui aime la liberté, j'aurais été plus incisif pour m'habiller comme j'ai envie de m'habiller, me maquiller si j'ai envie de me maquiller, me laisser pousser les cheveux si j'ai envie de me laisser pousser les cheveux. Et c'est pas parce que je suis un homme que je dois être comme ça. Et je me souviens que oui, je suis un pur produit du monde patriarcal et donc je suis rentré dans le monde patriarcal comme on m'a dit qu'il fallait que je le fasse, en tant que garçon. Ok. Et aujourd'hui, je redécouvre ma part féminine qui existait depuis toujours et qu'on a tous. Et d'ailleurs, moi, j'ai appris il y a pas longtemps, parce que je fais partie d'un groupe sur la mixité en entreprise et je bosse là-dessus avec un groupe lyonnais de femmes qui s'appelle PWN. Et il y a des études scientifiques qui prouvent que l'enfant, quand il naît, le bébé, il a, que ce soit un genre homme ou un genre femme, genre masculin ou féminin, il n'y a que l'appareil génital qui change. Et l'hypolamus, je sais pas quoi, dans le cerveau qui fabrique les ovules et les spermatozoïdes pour voilà. Okay. Sinon, le cerveau c'est le même. Il n'y a aucune différence entre un genre féminin et genre masculin. Tout ce qui nous construit en tant qu'hommes et femmes, c'est après la naissance. Comment t'as réussi à t'ouvrir à ta part féminine, comme tu dis, parce que c'est pas fastoche, hein? Non, bien sûr. Bah parce que je dis toujours ça parce que je crois que c'est vraiment très fort. J'ai été très aimé, aussi bien par ma mère, par mon père, par mes sœurs, par le monde qui m'a entouré. J'ai eu plein d'amoureuses qui m'ont très aimé. J'ai beaucoup aimé aussi. Et quand t'es aimé, je crois que tu te sens... Moi, je pense que je me sens en sécurité dans l'amour parce que j'ai le droit d'être qui je suis. Et qu'on me juge pas pour qui je suis. Et si je suis un genre homme qui exprime sa part féminine, aujourd'hui, j'ai plus peur qu'on se moque de moi, en fait. J'ai plus peur qu'on me juge. Qu'est-ce que tu fais alors pour exprimer ta part féminine, par exemple? Ah bah, tu peux pas me tendre cette perche-là sans que j'y aille. Il y a plein de choses, mais... Pourquoi ça te fait rire, d'ailleurs? Parce que je pense tout de suite à un truc. Et je pense au plaisir sexuel. Ok. Et je pense au plaisir anal. Ok. Voilà. Mais en fait, même prostatique. Mais là, c'est un plaisir très. Pour le coup, c'est masculin, puisque moi, j'ai découvert ça il y a pas très très longtemps, il y a quelques années. C'est une femme qui m'a appris à découvrir le plaisir prostatique. J'ai eu l'impression d'avoir un clitoris à l'intérieur de mon corps. Mmh. Et j'ai, comme si j'avais une éjaculation à l'intérieur. Ça a été incroyable. Enfin, voilà, c'est... Alors, pour les garçons qui savent pas, même pour les filles qui écoutent, peut-être, ça se situe entre l'anus et les testicules, en fait, la prostate. Ouais. C'est possible de la gratouiller de l'intérieur. C'est ça. Ou à l'extérieur aussi, vous pouvez. C'est sympa. Voilà. Ouais, dis donc, je savais pas qu'on allait parler de ça. Mais bon. Bah, enfin. Oui, tout à fait, oui. Enfin, finalement, il n'y a pas de raison. Le mec, il arrive, il dit, viens, on va parler de masculinité, j'ai plein de trucs à dire et tout. Et il croit que... Qu'est-ce qu'il croit? Tu crois que tu viens t'installer là et tu crois que tu vas... Mais voilà, et en fait, ma part féminine, c'est ça. Enfin, je pense que j'aurais aimé avoir un sexe féminin.
Mais j'aurais aimé avoir les deux, en fait, je crois. Voilà, Oui. c'est ça qui est vraiment chouette. Et c'est pour ça. T'aimes l'idée d'être pénétré ou pas? Parce que c'est un vrai. Alors, truc par qui un est sexe compliqué pour les masculin, garçons. non. Je crois que j'ai pas envie. J'ai eu la possibilité d'avoir cette expérience. Je l'ai pas vécue. Je suis pas du tout homosexuel, en fait. Je pensais être bi à un moment donné et je ne suis pas bi non plus. Ok. Et ça, c'est bien de l'avoir assumé complètement. Voilà. Je suis heureux d'avoir assumé mon hétérosexualité. Parce que c'est pas, des fois, tu penses que t'es hétéro parce qu'on t'a dit que tu devais être hétéro. Ou que t'es homme parce qu'on t'a dit que t'es homme. Donc non. Je suis un homme, cisgenre, hétéro, totalement assumé. Mais j'aime tout vivre sexuellement parlant. J'ai zéro tabou. Et mais j'ai pas envie de faire ça avec un homme. À la limite, le partager avec un homme dans du libertinage avec plusieurs femmes, plusieurs hommes, why not, mais pas envie de me faire pénétrer par Ok. une verge, non. Par des objets, oui, mais pas par une verge. Ok. Et puis moi, je pense que ce qui m'a manqué, là où moi je suis très jaloux, en fait, je suis très jaloux des femmes. Parce que pour moi, une femme, et ça c'est mon côté sans doute patriarcal qui parle, elle a la capacité de faire des enfants. Et moi non. Je ne peux pas fabriquer avec mon corps un enfant. Et ça, c'est pas juste. Pour moi, c'est pas juste. Et C'est pas juste, on dirait. Le petit garçon C'est est de ça. retour, là. c'est ça, le petit garçon de retour, il dit, c'est dégueulasse. Voilà. Toi, t'as le droit et pas moi. Parce que je veux tout. En T'as fait. des enfants? Deux. Fille, garçon. Garçon, fille. Bah non, fille en premier, garçon en deuxième. Et je les adore et c'est la fierté de ma vie. Mais oui, je suis d'accord avec toi. Et je dirais pas, c'est pas juste, mais pour moi, il y a un peu un truc de, j'ai senti quand j'ai vu mon ex-femme accoucher de mes filles, que ça ne m'arriverait jamais, et donc que globalement, je serai jamais un être humain complet comme elle peut l'être. Voilà. C'est J'avais pas pensé à l'être humain complet, ouais, c'est ça. Mais il va me manquer cette expérience-là à tout jamais, quoi. Et d'un autre côté, quand je l'ai vu en chier comme elle en a chié, Oui. si tu veux, j'étais aussi, et ça c'est important de le dire, assez content d'être à côté d'elle et de pas être les pieds, les quatre fers en l'air, tu vois, en train de pousser, et d'avoir, bref. parce qu'elle avait encore les quatre pieds, on met encore des femmes avec les pieds en l'air pour Ouais, accoucher. ouais. Bon, oui, je crois. Ah putain, c'est dingue. C'est pas, t'imagines que, C'était il y a 15 ans, hein, tu vois. Donc, il y a 15 ans, toi, c'est vrai que t'es pas si jeune. J'espère que maintenant, on donne la possibilité aux femmes qui le souhaitent d'accoucher debout. Souvent, en fait, les femmes ont souvent la possibilité de choisir aujourd'hui. Ouais, c'est ça. De ce que j'ai entendu. Ouais. Donc et c'est pas juste. En même temps, ouais, c'est le genre. Et maintenant, j'accepte mon genre et j'accepte de pas avoir un corps de femme qui peut faire des enfants. Donc, mais j'étais heureux de découvrir le plaisir prostatique parce que j'ai dit j'ai quand même un truc un peu comme les filles qui ont des plaisirs internes, externes, des orgasmes à répétition, des tas de trucs que moi j'avais pas à l'époque parce que j'étais plutôt du style avoir un orgasme masturbatoire. Hein, ouais. Et une éjaculation qui va avec. Et l'éjaculation qui va avec. Et là, je découvre en plus à 57 ans. C'est pas que ça marche moins bien, mais je suis moins pressé, tu vois. J'ai de la chance d'avoir des érections qui vont bien, etc. Mais en même temps, ça m'arrive très souvent, de plus en plus souvent, de pas aller jusqu'à l'éjaculation. Et c'est ok pour moi. Et j'adore ça, en fait. Tu vois, c'est on dit que l'éjaculation pour un homme c'est la petite mort, et j'y crois. Enfin, pour moi, c'est un peu ça. Et de pas aller là-dessus. Enfin, je travaille là-dessus parce que comme il y a la pornographie aussi qui vient là-dedans, c'est tout un mélange dans ma tête. Et j'avance. Là, je suis au début de ma vie. T'as un peu exploré le taoïsme? Non. Ok. C'est vraiment justement l'idée de canaliser l'énergie sexuelle pour ne pas éjaculer, ou en tout cas vraiment retenir l'éjaculation et d'avoir des orgasmes sans éjaculer. Ah, super. Ok. Il faudra que tu m'en parles. Du travail pour toi. Mais en fait, je touche du doigt, c'est le cas de dire, le sujet parce que j'ai commencé à creuser un peu le sujet et tout. Mais j'aimerais bien recevoir quelqu'un, tu vois, j'aimerais bien recevoir un mec pour venir me parler du sujet justement chez les mecs, parce qu'il y a plein de choses
et notamment de réussir à de faire en sorte d'éjaculer le moins possible, parce que si j'ai bien compris, il y a un truc fou qui est que ça te consomme tellement d'énergie dans le corps qu'en fait, globalement, les mecs te disent plus tu vieillis, plus tu devrais éjaculer vraiment très très peu. Je sais plus combien, genre tu devrais éjaculer tous les 15 jours à 20 ans pour garder l'énergie en fait. Et, et en gros, peut-être j'ai une connerie, hein, pardon, mais après t'augmentes d'une semaine à chaque fois que t'augmentes de 10 ans. Donc en gros, à ton âge, ça voudrait dire qu'il faudrait que t'éjacules tous les 6 semaines, quoi. Waouh. Mais pour garder. Mais est-ce qu'on parle d'éjaculation dans la relation sexuelle avec une femme, ou est-ce qu'on parle d'éjaculation aussi dans la masturbation? D'éjaculation. Et donc j'en suis loin, moi, parce que moi, je me masturbe beaucoup et j'éjacule plutôt une fois par jour, quoi. Et ben voilà. Et ben tu consommes beaucoup d'énergie que tu pourrais garder. Mais... oui, mais je suis un homme j'ai beaucoup d'énergie en fait. Eh bien, parlons du porno en fait. C'est marrant parce que pour moi, l'addiction au porno, c'est vraiment un truc de jeune. Entre guillemets, pardon, je mets des R guillemets. Ouais. On en parle beaucoup, tu vois, de cette addiction, etc. Je sais que typiquement, moi, c'est pas un truc que j'ai, mais aussi pour une bonne raison, c'est que c'était très compliqué de trouver du porno quand j'étais jeune, quand j'étais gamin, quoi. Bah moi, je me masturbais sur les 3 Suisses. Ah yes. les pages lingerie. C'est ça. Eh oui. Eh ben bien sûr. Nous, à notre âge, on n'avait pas du tout accès à la pornographie. Bah oui. Enfin, si, il y avait le film porno du samedi soir sur Canal+, mais bon, il fallait avoir Canal+, un décodeur. Avoir un pote qui avait un magnétoscope. Et en plus, c'était pas des vidéos porno, c'était des films. C'était des films, ça pouvait durer, ça durait 1h30, quoi. Ouais, mais c'était pas des films porno, c'était un peu de porno, mais c'était gentil, quoi. Voilà, le porno de Canal, pas trop. Tu confonds avec le porno le film érotique oui, voilà. de M6. Ah oui, M6. Ça, c'était terrible. Tu voyais jamais un poil. Oui. Pardon. Tu voyais des seins, éventuellement. Tu voyais, mais sinon, il y avait jamais de coït. C'était juste, ça se voyait. Non, le porno de Canal était un vrai porno pour le coup. Ouais, t'as raison. Et en fait, voilà, et de ce fait-là, il y avait plus de créativité. Je pense que le porno d'aujourd'hui, il est tellement accessible, tellement rapide, tellement efficace, qu'il y a beaucoup moins de créativité. C'est ça qui me fait un peu peur, moi, tu vois. Et quand tu dis les jeunes, oui, j'en discute avec des gens un peu plus jeunes que moi et beaucoup plus jeunes que moi. Et beaucoup disent, mais moi, j'ai appris ce que c'était de faire l'amour avec une femme. Alors les femmes, je sais pas trop. D'ailleurs, je me suis dit qu'il faudrait que faire un podcast en tant qu'homme, interroger des meufs. C'est ça? Des femmes sur la sexualité masculine. Parce que c'est ce qu'on fait à l'inverse, en général. Aujourd'hui, on interroge des femmes sur la... Non, qu'est-ce que je raconte? C'est souvent des femmes qui discutent entre elles de sexualité féminine. Oui, voilà, c'est ça. Ou de sexualité même d'une manière générale. Voilà, et de faire parler la femme en tant qu'homme sur sa sexualité féminine. Je disais ça parce que la pornographie, les jeunes hommes avec qui j'ai discuté me disent, moi j'ai appris à faire l'amour avec la pornographie. Donc il fallait commencer par se faire sucer, ensuite et finir par l'anal. Oui. Voilà. Et c'était comme ça qu'il fallait faire l'amour à une femme. Je fais waouh, quoi. Je vous invite à aller écouter l'épisode avec Alexandre Lacroix que j'ai publié il y a quelques mois, où il parle justement de son bouquin Apprendre à faire l'amour, où justement il explique qu'il y a un script qui est à la fois issu du porno, mais aussi de Freud. Parce que ce bon Sigmund, il en a fait de la merde, hein. Putain. Ah ouais, c'est ça. Il nous a laissé un héritage bien pourri. Ok, et donc t'es tombé dans cette... Tu dis que t'as un comportement addictif, donc à partir du moment où t'as découvert le porno et que t'as commencé à l'associer à la masturbation, c'était parti, quoi. Bah oui. Okay. Puis petit à petit, l'accès au porno est devenu tellement simple. Avec ton téléphone, tu vas direct sur une vidéo, tu choisis celle que tu veux, tu choisis de... Enfin, c'est dingue. Alors, c'est quoi tes tags? Alors, je tag rien du tout parce que je veux pas être fiché sur Internet, donc je me mets toujours en... Non, je veux dire, les tags, c'est tes mots-clés. C'est quoi les mots-clés que t'aimes? Ah, putain. Non, mais là, là tu commences à... Ok, je vais répondre. Je vais essayer. T'es pas obligé. Ouais, mais je vais répondre quand même. Vous le voyez pas, là, lui, il va pas bien. C'est chaud, là. Alors, en fait, ça varie tout le temps. Ouais. Ça change avec le temps. Et en ce moment, c'est teen, porn, anal, lesbienne, groupe. Ok. Donc, des meufs plutôt jeunes.
Ouais, bah oui, moi je suis très attiré par les femmes jeunes. Ok. Jeune, hein, teen. Ouais, enfin, en fait, en général, elles sont toutes adultes, hein, mais ouais. Mais je me rends compte que aujourd'hui, Donc des meufs qui font l'amour entre elles en plus, c'est ça? Voilà, oui, En groupe. en groupe, plusieurs femmes, et qui se masturbent entre elles, et où il y a de l'anal Ok. entre elles. Et alors, s'il peut y avoir un homme, si un homme, parfois c'est ok, mais je trouve que l'homme dans le porno aujourd'hui, enfin, quand je dis aujourd'hui, c'est au moment précis avec lequel je suis au porno maintenant, m'intéresse moins. Donc, pourquoi tu dis ça? Bah parce que je pense qu'il faut réinventer si on veut réinventer quelque chose dans le porno, c'est ça. Faut donner à l'homme sa place sa part féminine dans le porno. Très d'accord. Et ça me manque en fait. C'est pour ça que j'ai plus envie de regarder des mecs qui sont en train de niquer comme des gros bourrins. Ouais. Ouais. J'ai un tips pour toi. Et peut-être que alors je regarde pas du tout de porno homosexuel. Et je suis assez gêné. Et pourtant, j'adore. Attends, t'es gêné par le porno de regarder des mecs baiser entre eux? Bah, je suis gêné, ça m'excite pas du tout. Oui. C'est pas que ça, je suis gêné. Moi, si je regarde du porno, c'est pour que ça m'excite. Si ça m'excite pas, je regarde pas. Et en fait, par contre, je suis super excité par des transsexuels. Ok. Donc, des corps de femmes avec des bites de mecs. On dit transgenre? Non, des transsexuels. Non, on dit transgenre. Ah bon? Oui, si tu veux, mais d'accord. C'est pas grave, c'est un pour moi détail. Le transgenre c'est différent, mais donc c'est des corps de mecs, de femmes avec un sexe de okay. Et ça va. Ok, donc c'est des femmes transgenres en fait, qui ont pas passé la, qui ont pas été opérées, qu'on appelle ça la transité. Voilà, qui n'ont pas transité. Bravo, c'est ça. Mec. Mais moi, j'ai été éduqué grâce à une de mes ex qui a fait un mémoire sur les transgenres. Ok. Et c'est elle qui m'a appris en fait tout ça. Ça a démarré par ça. Ok. Et j'ai trouvé ça énorme, quoi. Tu vois, quand j'ai vu que dans certains pays, en Angleterre, aux États-Unis, on avait des écoles ou des endroits où on donnait aux enfants la possibilité d'exprimer leur genre. C'est pas parce qu'ils avaient un corps de femme ou un corps d'homme qu'ils étaient hommes ou femmes. Et donc, j'ai trouvé ça fabuleux de donner cette possibilité. Et s'ils voulaient transiter, ils pouvaient le faire. Plus tard, sans doute. Mais en tout cas, ils avaient le droit de dire, moi, je me sens plutôt genre femme que genre homme si je suis un... Ça, c'est beau, quoi. Ouais, c'est clair. Quand je dis ça à certaines personnes, ils me prennent pour un fou, quoi. C'est n'importe quoi. Oui. C'est n'importe quoi. On est des hommes, on est des femmes, et puis c'est tout. Ok. Mais c'est pas facile, hein, parce que moi je rappelle, je suis un pur produit du monde patriarcal et j'ai que des amis qui sont comme moi, quoi. T'as 57 ans. On arrive, voilà. Et en gros, vraiment, sans caricaturer, mais la société a bougé sur ce sujet depuis une dizaine d'années. J'allais dire même pas 10 ans. Même pas 10 ans. 10 ans, c'était le début où on commençait à parler de harcèlement de rue. Hein. Donc pour moi, c'est vraiment sur toutes les questions trans et tout, c'est plutôt 5 piges, quoi. Ça a été très très vite. Et tant mieux. Parce qu'il y a eu du retard et qu'en fait, globalement, on a beaucoup mis sous les ténoirs toutes ces questions pendant très très longtemps pour des excellentes raisons patriarcales, enfin des mauvaises raisons patriarcales, mais des excellentes raisons du point de vue du patriarcat. Salut, ici le Fab du montage. Une semaine environ après cet enregistrement, Charlie m'a envoyé ce message vocal que je vous invite à écouter à propos du porno. Vous entendrez en fait qu'il voulait apporter quelques précisions par rapport à son rapport au porno. Et je trouve que c'est hyper important de venir le mettre tel quel dans cet épisode. Voilà, merci à vous, bonne écoute et puis à tout de suite pour la suite de l'interview. Salut mon Fabrice, moi je suis en voiture et peut-être que tu vas pas très bien m'entendre. Voilà, un petit message que je voulais faire depuis longtemps, depuis que je suis quelques jours après que je suis passé chez toi. Y a rien de grave, hein, t'inquiète. Mais c'est un message qui n'était pas forcément évident à te transmettre parce que je savais pas qu'est-ce qui faisait résonner ça chez moi.
Est-ce que c'était l'ego? Est-ce que c'était la peur? Est-ce que c'était l'incompétent ou encore une fois celui qui se la pète ou qui est à côté de la plaque, l'inconscient, toutes ces choses-là, tu vois, ça fait partie de mes parts, hein, évidemment, mais je sais pas très bien celle qui s'exprime. Alors aujourd'hui, j'y vois un peu plus clair. Je pense que ce serait plutôt celle la bienveillante, de la part de moi, bienveillante, un peu inquiète de ce que ça peut transmettre ce genre de podcast. Et voilà où je veux en venir. Peut-être tout d'abord, je te fais totalement confiance sur ta capacité, ta conscience et ton professionnalisme pour faire ce qu'il faut avec ce podcast et l'envoyer, le transmettre. Voilà, ça, je n'ai absolument pas prise là-dessus. Je ne veux absolument pas prendre le pouvoir là-dessus. Je n'ai pas envie, en fait, du tout. De vouloir contrôler quoi que ce soit, puisque je suis aujourd'hui vraiment dans une recherche de lâcher prise, de confiance en l'univers et en ce qui m'arrive et ce qui arrive au monde, tout en étant combatif, évidemment, et c'est aussi pour ça que je t'envoie ce message, car je veux surtout pas transmettre un message où je dis que je suis heureux comme je vis aujourd'hui, notamment dans mon addiction à la pornographie, et que ce que j'ai pu te dire par rapport à ça n'est surtout pas un engagement, une promotion à la pornographie que j'estime n'être pas vraiment utile, ou en tout cas très souvent pas à sa place dans le monde d'aujourd'hui. Et c'est ça que je voudrais qu'on rajoute, ou que tu rajoutes toi, ou que je sais pas ce qu'on peut faire avec ça. Mais surtout, je sais plus, parce que je l'ai pas écouté évidemment, tu me l'as pas transmise, mais si j'en rigole dans mon langage de coach et de team builder, on parle de rire du pendu. Et en fait, ça veut dire que quand tu ris de toi-même, de quelque chose qui est grave de toi, tu te pends avec ton propre rire. Et j'espère que j'ai pas rigolé avec mon rire du pendu, que je sais très bien faire quand je suis mal à l'aise. Quand j'ai parlé de la pornographie, je me souviens que j'ai rigolé quand tu m'as demandé quels sont tes mots-clés. Et peut-être que là, c'est pas forcément, je sais pas. En tout cas, je me dis que j'ai peut-être fait le rire du pendu. Je suis pas du tout fier d'avoir besoin du porno pour me masturber, et c'est pas forcément quelque chose que j'ai envie de valoriser. C'est ma difficulté plutôt, et c'est peut-être ça mon histoire de mec. C'est ma difficulté à être tellement centré, ma recherche de centrage et d'équilibrage. Et là, je suis, à mon avis, assez déséquilibré. Et je tiens à rajouter ça, en fait, sur le podcast, sur c'est pas forcément, c'est pas du tout quelque chose dont je suis fier. J'en ai pas honte, parce que ça fait longtemps que je combats la honte, et puis j'ai jamais eu, enfin si, j'ai sans doute j'ai eu honte dans ma vie, ouais. Mais aujourd'hui, j'ai plus tellement honte de ce que je suis. J'ai plutôt la conscience de ce que je suis. Et donc, juste 3 mots peut-être à rajouter avant ou après, c'est dire que je suis pas fier de ça. Je rajouterais aussi, en fait, c'est quelque chose que je voulais dire, que j'ai oublié, comme quoi j'oublie quelque chose qui me paraît primordial. C'est que dans la pornographie, il y a beaucoup de violence. Et oui, en effet, parfois j'ai une part violente en moi et qui va rechercher la violence, notamment dans les films, pas forcément porno, mais dans les films de violence, de bagarres, de tueries, de guerres, de choses comme ça. Et dans la pornographie, par contre, je supporte pas la violence physique, et ni sur les femmes ni sur les hommes. Et je sais que dans la pornographie, il y a beaucoup de violence, il y a beaucoup de souffrance. C'est très très dur pour les acteurs et les actrices. J'avais lu un article où justement une fille racontait que quand après une scène, elle était partie vomir tellement elle était en souffrance et dégoûtée.
et que je valorise vraiment pas ça et que je le combats totalement et que c'est compliqué pour moi parce que dans ma tête justement je suis un peu tiraillé avec ça et que j'essaye toujours vraiment de plus en plus en tout cas j'espère que c'est le début de ma guérison de mon addiction à la pornographie. Je recherche toujours des vidéos où j'ai l'impression ou l'intuition que les femmes ou les hommes ne souffrent pas. Je dis pas qu'ils ont du plaisir, parce que je pense que parfois c'est possible qu'ils aient du plaisir, mais ça doit pas arriver très souvent. Mais en tout cas qu'il n'ait pas de souffrance et pas de violence. Et on le voit sur les visages, on le voit dans les yeux, tu vois. Et ça me fait totalement débander et je change si ça arrive, quoi. Et ça, c'est un truc vraiment qui est grave, je pense. Dans tous les métiers, hein, quand il y a souffrance, c'est vraiment mon combat aussi et mon travail de tous les jours. Voilà mon Fab, dis-moi ce que t'en penses et je t'embrasse très fort, j'espère que tu vas bien. Alors, je viens de bugger là 30 secondes et je te vois, tu fermes les yeux. C'est un exercice compliqué pour toi ? De parler dans le micro là de masculinité ou non, moi j'avais l'impression que tu avais besoin de te réaligner. Bah, c'est ce que je fais tout le temps quand j'ai besoin de. En fait, je me mets à ta place en me disant je me réaligne et je ferme les yeux quand je fais ça. D'ailleurs, quand je suis dans l'entreprise que je fais ça, les gens ils ont l'impression qu'ils me perdent. Okay. Et comme tu viens de faire, je perds pas du tout. Je suis juste Christophe André. Merci de m'avoir appris à faire de la méditation parce que voilà, je me remets dans ma respiration et dans qui je suis et tout sera, voilà, tout se calme. Quand je suis en stress, je fais ça. Ou quand je perds ce que j'ai envie de dire, je fais ça et ça revient. Accepter le silence. Comment t'as fait pour accepter, en tant que mec de 50 et quelques balais, de t'ouvrir à ta part féminine, comme tu dis? Parce que j'ai un peu l'impression que la part masculine, elle fait tout pour que la part féminine ne sorte jamais. Que c'est très important pour le patriarcat que le moins de mecs possible montrent leur part féminine et que les mecs qui osent montrer leur part féminine, on les traite de pédés, on les traite de fiottes, on les traite de tout ce qui est possible et imaginable. Même des mecs hétérosexuels, on va leur dire que c'est des pédés parce qu'en fait c'est très important que le masculin enterre le plus loin possible le féminin, que ce soit chez les femmes ou chez les hommes d'ailleurs. Ouais, mais ça, si tu veux, oui, mais c'est très caricatural ce dont tu me parles. Oui. Et en même temps, ça existe. Oui. Moi, j'ai envie de dire que ma force, et c'est là où il faut vraiment que je bosse pour me dire, t'es très puissant à ce niveau-là, c'est que je suis très masculin. Et quand je fais l'amour avec une femme, même si elle est très féministe, très femme, très défendant, elle adore se faire prendre par un mec comme moi qui est très animal et très homme, tu vois. Et on a le droit de faire ça. C'est juste de faire ça à partir du moment où on n'impose pas une manière d'être. Et moi, j'ai appris un mot qui, pour moi, était depuis toujours interne à ma personnalité, mais que j'avais pas mis le mot dessus. C'est, je le cherche, et tu vas m'aider. Quand une personne, tu demandes l'autorisation à l'autre, le consentement. Ce mot m'a libéré. Parce que je crois que j'étais tout le temps dans le consentement, mais je savais pas que ça existait et je savais pas mettre une conscience sur le consentement. Et à partir du moment où il y a consentement, c'est ok, mais vraiment aller le chercher profondément, parce que le nombre de femmes qui disent qu'elles écartent les cuisses pour faire plaisir à leur mari et que c'est pas un viol, si c'est un viol, et elles peuvent penser que mais si c'est quand même du consentement parce que bon, je suis quand même marié avec lui, donc je dois écarter mes jambes. Et pour l'homme, c'est pareil. La femme qui va le chercher, qui va le faire bander et qui n'a pas envie, mais si tu bandes, ça veut dire que tu as envie. Donc, tu vois, et c'est dans les deux sens, tu vois. Alors oui, le monde patriarcal, c'est encore le monde qui commande, c'est le monde qui... Mais il est en train de se casser la gueule, quoi. C'est comme les supermarchés, là, qui croient qu'ils peuvent encore tenir et ils vont se casser la gueule aussi, c'est fini, tu vois. Il y a plein de monde qui disparaissent, tu vois. La photographie, à un moment donné, Kodak, il a dit, mais c'est quoi ce numérique, ce marché? Ça va pas prendre. Ils ont pas cru au numérique et ils sont cassés la gueule. Si le monde patriarcal et financier, parce que ça va avec, ne voit pas qu'il est en train de se casser la gueule, tant pis pour lui. Mais moi, j'ai pas envie de tomber avec lui. Alors c'est très marrant que quand je te parle de part féminine ou de part masculine, tu ramènes ça au sexe. Parce que c'était pas du tout ma question, c'est beaucoup plus générale. Parce qu'en fait, je te trouve
je te trouve, ta part féminine, je la vois, mais même dans ta façon de parler, dans ta façon de venir m'aborder, dans les sujets dont on peut parler, il y a plein de féminin chez toi. Ma question, c'était plutôt, comment t'as fait, en tant que gars, pour t'ouvrir à cette part féminine? C'est quoi qui a sauté chez toi pour y aller? C'est ma dépression. C'est le choc que j'ai eu émotionnel par ma dépression. Parce que ma part féminine, elle a toujours existé, mais elle était refoulée. Et c'est pour ça que je croyais que j'étais bi, mais que j'ai été testé pour aller vérifier. Et je pense que grâce à ma dépression, pourtant c'est dur de dire ça, hein, parce que je souhaite à personne de vivre ce que j'ai vécu, c'était vraiment horrible. Parce que j'ai voulu mourir et que je pense que ça m'a marqué et j'aurais préféré que ce soit moins violent. Mais c'est ça, t'as le droit d'être qui tu es. Et en fait, comme j'étais un mec qui avec la grande gueule, qui était arrogant, qui faisait la leçon à tout le monde, qui réussissait tout ce qu'il faisait, tout d'un coup, je m'écroulais. Et donc, la part masculine qui est caricaturalement, tu es fort, tu es puissant, rien ne peut t'arrêter, n'existe plus en fait, parce que tu tombes. Et donc, tu deviens vulnérable. Et tu as besoin des autres. Sinon, tu crèves. Et ma part féminine, là, s'est réveillée en disant « Mais pourquoi tu veux mourir ? T'es beau, t'es belle même, tu vois, à la limite, puisqu'on part au féminin. T'es vulnérable et t'as besoin d'aide. Appelle de l'aide. » Et c'est ça ma force. Je sais demander de l'aide. Et ça, c'est parce que j'ai été aimé. J'ai la confiance. Voilà, la confiance au monde qui m'entoure, qui m'aime. Et j'ai dit, je vais mourir, aidez-moi. Et ça, je pense que c'est la part féminine qui a parlé. Je suis vulnérable. Je suis un homme vulnérable. Et j'ai besoin qu'on m'aide. J'ai besoin qu'on me reprenne par la main et qu'on me réapprenne à être qui je suis. Et qui je suis, c'est l'homme et la femme qui est en moi. C'est les deux. Qu'est-ce que tu as envie de dire aux mecs qui nous écoutent, qui sont peut-être dans la dépression, qui sont peut-être dans le dur, très dur, et qui n'ont pas eu la chance d'être aimés quand ils étaient plus jeunes, et qui se disent, en fait, moi je suis juste un caca, parce que mes parents m'ont dit ceci, mes parents m'ont rabaissé, machin, bref, tu vois. C'est très difficile comme question, parce que c'est ça ma force aussi, je réussis parce que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup aimé, et pourtant frappé aussi. Je pense que j'étais un enfant frappé, donc c'est sûr je peux pas me comparer aux garçons, aux filles qui ont été frappés ou qui ont été abusés sexuellement, ça n'a rien à voir. Mais j'ai quand même été frappé. Mais derrière tout ça, il y a de l'amour quand même. Je pense que, et ça peut être très dur à certains qui vont l'écouter, mais les parents nous aiment de toute manière. C'est au-delà des pensées, c'est le corps, quoi. C'est dans nos gènes, on aime nos enfants. Sauf qu'on ne sait pas l'exprimer et qu'on va jusqu'à les abuser ou les frapper. Après, il y a des gens qui sont psychologiquement malades et qu'il faut les protéger des enfants. Et ça, c'est sûr. Et on le fait très bien, plutôt très bien en France, où on protège les enfants des parents. En tout cas, on essaye. Enfin, c'est pas forcément. Oui. Moi, j'ai ma chérie, justement, de Marseille, dont je parlais tout à l'heure, qui s'occupe de ça, et elle fait un métier incroyable, quoi. Et c'est très difficile. Parce qu'on n'est jamais sûr de ce qu'on fait et on prend des décisions dans la parentalité, c'est passionnant. Enfin, moi je pourrais pas faire ça, c'est trop dur pour moi, émotionnellement. Mais pour répondre à ta question, ce que j'ai envie de dire à ces hommes ou à ces femmes qui sont dans cette difficulté, en grosse dépression, c'est de croire en leur capacité de résilience. Et que c'est au fond d'eux, c'est à l'intérieur d'eux-mêmes, tu sais, qu'ils vont aller le trouver. Et c'est en criant à l'aide. Moi, il y a plein de gens qui sont venus m'aider, c'était pas forcément les gens auxquels je pensais. Parce que souvent, on nous met dans des boîtes. Par exemple, toi, t'es comme si. Moi, je savais, on me disait souvent, mais toi, tu réussis tout ce que tu vas faire. C'est pas grave ce qui t'arrive, tu vas rebondir. Et puis, il y a des gens qui m'ont écouté, qui m'ont dit, mais ouais, tu vas pas bien. Et on va t'aider. Comment on pourrait faire pour t'aider? Et c'est moi qui ai dit, j'ai besoin de ci ou j'ai besoin de ça. Et on m'a donné ça. Donc, c'est aller demander de l'aide, faire confiance à sa capacité à s'aimer et à être aimé.
tout le reste après ça vient tout seul en fait. L'amour est tellement puissant. Je pense que quand on perd l'amour, on perd la vie. Je voudrais te parler de polyamour. Oui. Maintenant. Oui. C'est ça comme ça en passant. J'allais y venir aussi parce que tu me dis c'est quoi qui a fait que ta part féminine. En fait, moi, le polyamour aussi m'ouvre à ma part féminine. Je sais pas comment ni pourquoi, mais en tout cas, je crois que grâce au polyamour, je peux exprimer totalement qui je suis. Et quand je dis qui je suis, c'est la part féminine et la part masculine. Tu sais pas quel est le lien ? J'arrive pas à voir le lien complètement. Parce que j'aurais pu penser que comme j'étais bi, voilà, si j'avais été bi, j'aurais pu vivre une bisexualité et une hétérosexualité, mais non. Donc, je pense que le polyamour aussi nous ouvre ces portes-là où on peut parler de ça, parce qu'il y a des communautés. Il y a la communauté polyamoureuse avec des cafés polis. Il y en a à Paris, il y en a dans toutes les grandes villes. Et avec beaucoup de bienveillance et en même temps de la vraie exigence, de confrontation, de qui on est, de comment on a envie de vivre. Et ça, pour moi, ça a beaucoup de valeur. Je dis pas que le polyamour, c'est la vérité, qu'il faut tous être polyamoureux. J'ai beaucoup de respect pour le monoamour. Mais voilà, moi, je pense que je suis profondément polyamoureux. Comment t'en es venu à ça ? Parce que j'imagine que t'as grandi dans un monde où le couple exclusif était la base et que... Bien sûr. Avec ça, l'infidélité, sans doute, qui va avec, potentiellement. Ouais. Potentiel, en tout cas. Bah oui, moi j'ai des parents, ils sont encore ensemble, ils ont 66 ou 67 ans de mariage. Ils sont 90 ans tous les deux et c'est magnifique, quoi. J'ai beaucoup de respect pour qui ils sont, mais j'ai pas du tout envie de leur ressembler, alors qu'avant c'était mon modèle. Ça aussi, ça m'a permis de casser certaines croyances. De se libérer de ses parents ? Bah oui. De devenir un adulte. D'un adulte et puis une personne à part entière. C'est ça. Moi je travaille, et ça sera un travail de toute ma vie, c'est va chercher ce qui t'appartient vraiment et refoule tout ce qui t'appartient pas et qu'on t'a donné ou fait croire que ça t'appartenait. C'est très difficile ça, de faire la part des choses. Est-ce que ça m'appartient ou est-ce que c'est quelque chose que j'ai acheté, que il y a parfois des mélanges. Enfin bon, on va pas rentrer là-dedans. Mais le polyamour, oui, moi je pense que je suis polyamoureux depuis que j'ai 20 ans et je me souviens avec Sophie, ma chérie, que j'ai mon premier grand amour. Je lui disais mais on peut aimer plusieurs personnes à la fois. Elle me disait ah bon tu crois et tout. Je dis bah ouais. Et elle a été, ça c'est la part féminine qui parle, elle a été testée. Alors que moi je l'ai pas testée. J'étais dans le monde fidèle être fidèle en tout cas, fidèle sexuellement et amoureusement. Et donc elle a été testée, elle a rencontré un mec, elle a couché avec ce mec-là, puis elle est revenue me voir en disant bon voilà j'ai le choc pour moi. Je dis mais c'est pas possible que tu aies fait ça. Et là j'ai senti l'ego, le côté jaloux. Et après, je suis retombé dans bah non, c'est pas possible. Faut être mono-amoureux. Et en fait, j'utilisais pas ces termes. Faut être fidèle. Faut créer un couple, faut avoir des enfants. Enfin. Et puis après, bah si, bah non, bah si. Après, j'étais dans l'adultère. Enfin. Et puis. Tu veux dire que t'as été infidèle ? Oui. Enfin, non. Parce que l'infidélité, pour moi, c'est pas ça. Mais infidèle dans le sens que toi, tu l'entends. Oui. Enfin, infidèle dans le sens où tout le monde l'entend. L'adulte, ouais. Non. Enfin non, parce que si tu lis Salomon, qui a écrit un livre sur la merveilleuse infidélité, je sais plus comment ça s'appelle ce livre. Enfin bon, l'infidélité. Pour moi, la fidélité, c'est d'être fidèle à soi-même. Oui. Voilà. Et oui, toi, tu parles d'adultère plutôt. Voilà, je parle d'adultère. Mais il y a 7 ou 8 ans, j'ai rencontré une femme qui avait un autre homme quand je l'ai rencontrée. Elle était amoureuse plus ou moins d'un autre homme. Et moi, j'étais avec 2 femmes. Mais pas du tout polyamour à l'époque. Je savais pas ce que ça existait. Donc... C'est-à-dire que t'étais avec 2 femmes. 2 femmes. Qui savaient pas que t'étais avec une autre femme. Alors, il y en avait une qui savait, mais pas l'autre. Ok. Et je rencontre... on va l'appeler Fa. Par menteur, là, pour le coup. Ouais, c'est ça. Par menteur, tout à fait assumé. Et je rencontre Fa, et je lui dis par contre, tout de suite. Et elle me parle aussi de son copain. Et on s'aime vraiment très très puissamment. On forme notre couple, mais on garde chacun nos relations. Moi, très vite, les 2 femmes avec qui j'étais, ça s'arrête. Je rentre pas dans les détails, mais j'ai fait des conneries. Parce que pas assumé, en fait. Voilà. Et elle garde son garçon son ami,
parce que déjà, il se voyait pas très souvent. Il était en Inde et tout ça. Et elle habitait dans une ville loin de Toulon. Et donc, on avait chacun notre vie de chacun de notre côté. Donc, elle pouvait voir son copain de temps en temps, les week-ends. Et elle m'a appris, en fait. Elle m'a appris, quelque part contre elle-même, parce que c'est ça qui nous a fait séparer, comment faire pour aimer plusieurs personnes à la fois. Parce qu'elle me disait, voilà, il y a mon chéri Dan qui vient ce week-end. Comment tu veux qu'on fasse ? Est-ce que tu veux que je t'appelle ? Est-ce que tu veux qu'on fasse un blackout pendant tout le week-end et qu'on se reparle après ? Comment tu sens ? Qu'est-ce qui serait bon pour toi ? Parce que le choix, c'était qu'on accepte tous les deux, qu'elle passe le week-end avec lui. Ça, c'était le postulat de base. Et j'ai trouvé ça tellement génial. Et moi, j'ai flippé. Et elle me dit, mais si tu flippes trop, tu peux m'appeler, je suis là, etc. Et j'ai découvert qu'après ces week-ends qu'elle passait, petit à petit, non seulement ça allait pour moi et que, en fait, ma peur, c'était qu'il ait une plus grosse bite, qu'il fasse mieux l'amour, qu'il soit plus intelligent, parce qu'en plus, c'était un beau gosse, qui fait du yoga, qui voyage, qui a de l'argent. Enfin, tu vois, la totale. Tu te dis, lui, il va me la piquer, quoi. Comparaison n'est pas raison. C'est ça. Et donc, j'ai vu qu'elle revenait. Très masculin, en plus. Mais bien sûr. Bien sûr. Oui. Évidemment. Et en fait, j'ai découvert qu'elle, non seulement elle était très heureuse, voire peut-être plus heureuse que si elle l'avait pas vue, qu'elle était très amoureuse de moi, et sans doute plus amoureuse de moi que si elle l'avait pas vue, hyper épanouie, envie de me faire l'amour, me donnant plein d'amour. Je dis waouh, c'est quoi le problème ? Enfin, qu'est-ce qui se passe, quoi ? C'est possible que ça existe, en fait. Et elle me dit, mais avec lui, j'ai pas de projet. C'est toi que j'aime, avec qui j'ai envie d'avoir des projets, avec qui j'ai envie de construire, avec qui j'ai envie de partir en voyage. Même si je peux partir avec lui, parce qu'il avait un van, bien sûr. Ils allaient au bord de l'eau. Et elle me dit, mais non, c'est toi. Et d'ailleurs, petit à petit, comme j'ai découvert le polyamour, que pour elle, ça a été compliqué, à un moment donné, elle m'a dit, mais si tu veux, j'arrête avec lui. Je dis, mais non, mais c'est pas ce que je veux. J'aime que tu aimes cet homme, parce que ça nourrit, ça te fait grandir dans l'amour. Et pour elle, c'était plus compliqué que toi, tes d'autres relations, ouais, c'est ça ? Non, mais ça, c'était une autre histoire. Ouais. Ok. C'était c'est le problème du polyamour, hein, c'est que ça va dans les deux sens, les bien enfants. Sûr. Ah oui, ça peut. Si, il y a il y a le polyamoureux ou polyamoureuse acceptant ou acceptante. Oui. C'est-à-dire qu'elle n'est pas ou il n'est pas polyamoureux, c'est-à-dire qu'il n'a pas un autre amoureux ou une autre amoureuse, mais il accepte que l'autre. Ça, c'est très compliqué, mais ça se fait. Oui, puis il faut être très aligné. Très aligné, puis ça se fait pas sous la contrainte, quoi. Puis c'est rare que ça marche très très bien, mais enfin, c'est pas à moi de pas en parler parce que je l'ai pas vécu. Et donc voilà, je pense que cette femme que j'ai aimée, que j'aime encore, enfin, qui est très très importante dans ma vie parce qu'elle a été. Je regrette énormément parce que je pense que c'était. Tu sais que dans le polyamour, il peut y avoir le polyamour anarchique ou le polyamour hiérarchique. Moi, je suis plutôt dans un polyamour hiérarchique, c'est-à-dire qu'il y en a une qui est en premier, deuxième, troisième. Moi, je suis polyamoureux de 2 femmes où je passe aussi en deuxième ou en troisième. Et Fa était la personne avec laquelle j'avais en effet envie de vivre une vie pleine, complète, de couple, ouvert, conscient, et où il y a la possibilité d'avoir plusieurs amoureux ou d'amoureuses. Et elle avait accepté qu'on soit en relation non exclusive, mais pas polyamoureuse. C'est-à-dire, elle ne voulait pas c'était pas possible pour elle que je tombe amoureux d'une femme avec qui je puisse avoir envie de partir en vacances, ou que je puisse avoir un projet, ou que je la revoie, qui se crée de l'amour, en fait. Tu vois. Et t'as préféré renoncer à cette relation? Alors, nous avons préféré. Okay. On a bossé pendant presque 1 an ensemble sur qu'est-ce qu'on veut faire, comment on peut le faire. On a été suivis par un psy, on a été rencontré un psy, on en a beaucoup parlé parce que c'était notre force à nous de communiquer. On a beaucoup communiqué, on s'est beaucoup posé de questions. Et moi, j'avais le rêve idéal de dire on va construire notre relation polyamoureuse qui nous appartient à nous, pas qui est écrite dans un bouquin ou un modèle qu'il y a dans la relation polyamoreuse, parce qu'il y a plein de modèles. Et on n'a pas réussi.
Mais je suis très, très, très malheureux de ça. Et aujourd'hui, j'ai fait le deuil de Il y a combien de temps? 2 ans? 3, Okay. Peut-être 3. Je sais plus. 2-3 ans. Donc, c'était très, très dur. Ouais. Et je suis aujourd'hui déséquilibré dans ma relation amoureuse et émotionnelle et affective. Et j'ai vraiment envie de rencontrer une femme avec laquelle j'ai un investissement comme j'avais avec Fa. C'est ça, mon numéro 1, en fait, tu vois. Ou ma numéro 1, plutôt. Mais c'est très, très compliqué parce que quand je rencontre des femmes, elles sont souvent ouvertes à ça et après elles disent, mais c'est pas possible, c'est insupportable que je puisse être avec elles maintenant parce qu'elles sont pas polyamoureuses. En fait, je rencontre des non-polis. Et il y a Isa, je peux en parler parce qu'elle est très connue, Isa Paris, Isa Lutine, qui m'a toujours dit depuis que je suis poli, qui me dit, mais Charlie, arrête de chercher des femmes mono. Bah oui, pourquoi tu continues? Parce qu'il y a beaucoup plus de femmes mono que poly. Ou parce que peut-être t'as pas envie d'être en relation. Non mais je sais pas. De quoi? Bah, c'est intéressant en fait. La question que je te pose, c'est plutôt... Et c'est pas de la provoque, c'est vraiment... Si, c'est de la confrontation. Pas de la provoque, mais de la confrontation. Bah, c'est intéressant en fait que tu continues à aller chercher des femmes monogames ou, tu vois, non exclusives. En fait, je cherche pas des femmes mono ou poly. Je cherche une femme avec laquelle j'ai envie d'avoir une relation... Polyamoureuse, mais que ça soit mon numéro 1. En tout cas, que ça soit avec lequel... Ouais. Tu vois, j'ai une relation... tu vois, par exemple, ma chérie de Marseille, elle vit avec un homme. D'ailleurs, tu me disais qui c'est qui t'a fait comprendre ton cisgenre et tout ça, c'est lui. C'est elle? Non, c'est son amoureux à elle. Elle vit avec un homme. Ok. Voilà, je pense pas qu'on puisse dire son prénom. Non, mais... Ils vivent tous les deux sous le même toit. Elle a 2 enfants et d'une première relation, pas avec lui. Et ils vivent une relation polyamoureuse tous les deux, mais ils sont en premier tous les deux, tu vois. Et par exemple, ils ont mis la règle que quand il y avait les enfants, parce qu'ils ont en garde partagée, alternée, quand ils ont les enfants, ils ne vont pas voir leurs amoureux. Tu vois, moi au début, je comprenais pas ça. Je passais à Marseille, je dis ouais, je suis là et tout, tu me payes un café. Je dis mais je suis avec mes enfants. Moi j'ai dit et alors? Elle dit quand il y a mes enfants, je vois pas mes autres amoureux. Ah d'accord. Elle m'a appris plein de choses sur le mot. Et je l'ai rencontré dans un café poli à Marseille, le café poli de Marseille. Et c'est compliqué pour toi aujourd'hui de... Comment dire? À l'âge que t'as 57 balais. Non mais c'est vrai, c'est important parce que je trouve que ça joue aussi, quoi, tu vois. Mes 2 chéris ont 40 et 47 ans. Ok. Tu te dis, moi je préfère sacrifier des relations à un mode de vie. C'est ça. Ok. Ah mais complètement. Ok. Puis sacrifier c'est fort, mais t'as raison. Merci de me dire ce mot parce que c'est ça. Et je me pose la question. Mais étant donné que, en effet, entre guillemets sacrifier, en tout cas on a décidé, Fa et moi, de se séparer. Pourquoi aujourd'hui je vais... Enfin, c'est pas possible pour moi de me dire je vais rencontrer une femme mono et que je vais me remettre dans le monde mono. Ok. Parce que sinon, ça serait avec Fa. Pourquoi avec une autre? Non, mais tu vois, c'est une vraie question que je me pose. Mais oui, non, c'est sûr que non. Et d'ailleurs, j'ai eu, j'allais dire 2 amoureuses, mais notamment une, Steph, qui a accepté ma relation poly au début. Et que finalement, ça l'a pas fait. Et j'étais très, 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 très amoureux d'elle. Je l'aime encore. Je la vois encore beaucoup. Nous sommes encore en relation, mais on n'a pas du tout de relation sexuelle, ni intime. On s'embrasse même pas sur la bouche, tu vois, mais on se tend dans les bras. Amicale, quoi. Très, très ami. Mais c'est plus qu'amical, parce qu'on avait eu cette relation d'amoureux, d'amoureuse. Et pour moi, c'est... Voilà, elle a rencontré quelqu'un d'autre, elle m'en parle beaucoup, lui, c'est insupportable qu'elle soit en relation avec moi parce qu'il est très jaloux, mais on garde cette relation et c'est très beau, parce que je l'aime vraiment. Mais j'ai choisi, tout à fait en conscience, de pas aller avec elle, et je pense que ça aurait été une erreur, parce que je l'aurais fait pour elle, parce qu'elle me le demandait, et un jour ça serait retombé sur elle ou sur nous, et sur notre relation et sur notre couple, parce que c'était pas un vrai choix. C'était pour l'autre parce que on pense que, et dans un système d'acceptation de, voilà. Donc, pour moi, le poly a de la valeur parce que
c'est ma valeur, enfin c'est mon choix à moi dans une relation polie. Je sens que je suis très heureux en relation polie. Ok. Ça viendra. C'est quoi qui viendra? Cette femme. Ah, c'est la femme. Il faut que j'arrête de chercher en fait, je pense. Mais bon, quand je suis quand même sur des réseaux, enfin. C'est sur des apps? Ouais. Oui, sur des apps. Ouais. Sur plusieurs apps. Ouais. Tinder, un peu. OkCupid. OkCupid, c'est très bien. OkCupid, c'est quand même là où il y a le plus de possibilités de rencontrer des polyamoureuses. Facebook rencontre, bon ça. Mais bon, j'ai rencontré une super copine aujourd'hui qui est vraiment très très proche de moi sur Facebook. Pas Facebook rencontre, mais sur Facebook. Moi, je crois que les applis, c'est très bien à partir du moment où on sait ce qu'on en fait et que ça ne devient pas addictif. Mais comme je suis un homme addict, je vois bien que j'y passe un peu trop de temps. Est-ce qu'il y a un sujet sur lequel je t'ai pas amené et dont tu aurais aimé parler? T'as été loin quand même, mais je pense qu'on aurait presque pu aller plus loin sur certains sujets peut-être. Mais c'est ok pour moi. Je pense que j'ai beaucoup donné. Et... Le mec. Quoi? Pourquoi tu dis? Qu'est-ce qu'il y a? T'as été loin, mais t'aurais pu aller plus loin. Tu crois vraiment que tu vas me dire ça gratuitement, quoi, tu vois? Et moi, je vais faire. Écoute, pas de problème. Bah, disons qu'on se connaît pas encore beaucoup et on se connaît quand même finalement pas mal et je pense que tu as cette force, et c'est d'ailleurs pour ça que tu réussis bien dans ton métier, de poser les bonnes questions. Et tu les poses très vite, et tu comprends très vite que c'est là qu'il faut les poser. Et j'étais content que tu perdes le fil tout à l'heure, parce que je me suis dit, là, il perd le contrôle, et ça, c'est bon pour moi. Oui. Là, je suis puissant. J'ai dépassé Fabrice Florent. Donc oui, tu peux aller plus fort avec moi. Moi, j'ai besoin. Enfin, quand je me sens en sécurité, j'ai peur de rien en fait. Je peux me mettre à poil. Sur quoi je t'ai pas poussé alors, par exemple? Je sais pas. Il y a des choses peut-être. Parlons de ton rapport au corps, tiens. Oui, mon rapport au corps, ouais. Mon rapport au corps. Tu dis à poil. Comment ça se passe de vieillir? C'est ça. Putain, non, c'était horrible. Non, je parle plus. On arrête. Zip. En ce moment, je me trouve gros et laid. Et c'est pas possible, quoi. Alors que j'avais à 50 ans. J'ai enfin appris à aimer mon corps, alors que j'ai jamais aimé. Je me trouve toujours moche, pas assez musclé, trop petit, voilà, gros nez, petit menton, enfin toutes les conneries. Et là, enfin, je m'acceptais, un peu grisonnant, mon corps, voilà, qui était un homme de 50 ans, mais plutôt bien entretenu. J'étais fier de mon corps. Moi, je suis naturiste, donc sur la plage, ça me gênait pas de me mettre à poil. Au contraire, j'étais même plutôt fier de qui j'étais à mon âge, etc. Et là, avec l'alcool, parce que je bois trop d'alcool. Je commence à m'empâter. L'autre fois, j'étais chez un médecin parce que je vais me faire opérer de l'épaule. Et il me fait asseoir sur sa table de trucs de test, là, devant un miroir. Et j'étais en slip. Et tu sais, ça, j'ai vu le truc qui tombe de chaque côté du slip, tu vois, les poignées d'amour. Oui. Les poignées d'amour. Ah, je dis, mais tu ressembles à rien, quoi. Et j'ai eu mon gros jugement sur mon corps. Et ça va pas du tout. Et moi qui étais tout le temps torse nu et tout ça, je me mets un t-shirt, j'ai honte de mon corps en ce moment et j'ai besoin de me réapproprier mon corps. Et tu le fais par ego? Pour le coup, c'est ton ego qui parle? Il y a beaucoup d'ego, évidemment. Avant, c'est l'ego, puis après, c'est aussi le fait que je me laisse aller, j'aime pas me laisser aller, et c'est en lien avec l'alcool. Oui. Avec la bouffe, l'alcool, l'addiction. Je fais beaucoup de sport, mais c'est pas suffisant. Je me suis inscrit j'ai pas encore payé, mais Papa In Shape. Tu connais? Non. Voilà. Je fais de la pub pour eux, bon, pas grave. Et je pense que c'est des jeunes qui font ça pour les papas, justement, les quarantenaires et plus, pour les maintenir en forme. Et ils disent, arrêtez de penser que plus vous allez faire du sport et plus vous allez être bien physiquement. C'est un tout, en fait. Et c'est super intéressant, vraiment. Je pense que j'ai envie d'y aller, mais c'est de la contrainte aussi. Il faut que j'accepte la contrainte. Je déteste les contraintes. Donc, quand j'ai accepté la contrainte, ça va très bien. Je me sens tout à fait à l'aise. Mais si je me l'impose en me disant, tu vois, type se flageller, ça va pas. Donc, ouais, mon rapport au corps est compliqué. Et comme j'aime les femmes jeunes, sportives, souvent, tu vois, là, je suis avec une femme qui a 47 ans, qui est hyper sportive. Là, elle va venir passer 4 jours avec moi. Elle m'a dit, si tu veux, je t'invite on va faire un jeûne. J'ai jamais fait de jeûne. J'ai peur de faire un jeûne. Mais tu vas les perdre tes kilos, tu vas voir. Je sais pas. Elle m'a dit, si t'as trop peur, on va faire un jeûne avec des fruits, je crois, je sais pas quoi. Je dis, ouais, ça me va très bien. Donc, T'as peur de vieillir?
J'ai toujours eu peur, très 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 peur de vieillir. Moi, la mort, la vieillesse, la mort et la souffrance sont mes grandes peurs. Et avant, je disais pas la mort. Hein. Je pensais que j'avais pas peur de la mort, mais en fait, en réalité, bien sûr que j'ai peur de la mort. Et donc là, je passe un cap parce que c'est comme Fa qui me disait c'est dégueulasse que les femmes vieillissent plus vite que les hommes ou que les hommes ont le droit d'avoir des jeunes femmes alors que les femmes n'ont pas le droit d'avoir des jeunes hommes. Enfin, toutes ces choses-là par rapport au corps qui vieillit. Et moi, aujourd'hui, je pense que je suis dans cette phase-là. Accepte que tu vas avoir 60 ans et que ton corps, il aura 60 ans. C'est pas parce que tu vois, je me dis, je vais me faire lifter, tu vois. Ah ouais? Non, je peux pas me faire lifter, mais j'y pense, tu sais, je me tire un peu la peau devant la glace et ça change tout de suite mon visage. C'est parce que, tu sais, on a la peau qui tombe en dessous, là, sur les joues. Ça fait des petits bajoux. Mon grand-père avait le cou qui faisait comme un truc de poule, tu sais, ça se ballottait. Je voudrais pas avoir ça. Mais j'ai un père mon père est un bel exemple d'un homme de 90 ans qui, physiquement, il est très très beau. Donc, t'as les gènes. Quoi? T'as les bons j'ai gènes. les gènes. Mais est-ce que tu as vu le film de Charlotte Gainsbourg sur sa mère? Pas du tout. J'ai vu que tu en parlais, mais. J'en ai parlé? Je t'ai vu en parler, je sais pas. Ouais. Mais oui. Allez voir ce reportage, en fait, de Charlotte Gainsbourg sur sa mère, mais c'est d'une beauté. Le film s'appelle Charlotte et Jane, c'est ça? Jane, je crois. Jane. Ok. Et je me suis dit, j'ai envie de faire un film comme elle, mais bon, c'est dans mes fantasmes, évidemment, parce que je suis pas Charlotte Gainsbourg, mais sur mes parents et sur leur beau, parce qu'ils commencent à être vieux, 90 ans, et physiquement, ils se tiennent bien, mais ils sont autonomes, mais ils sont, physiquement, leur corps est vieux. Et je voudrais travailler sur la beauté. Il y a plein de gens qui ont fait des photos sur les vieux, sur le corps qui tombe, sur les rides, sur les voilà. Mais et puis ma mère a toujours détesté les gros. Donc moi j'ai ça en moi. D'ailleurs j'ai eu ce regard sur ma fille Julie. Elle m'a confronté. Ça a été super dur. Elle m'a dit à cause de toi, j'ai détesté mon corps toute ma vie. Avec mon gros cul et tout ça, mes cuisses, avec maintenant, ça y est, elle assume complètement parce qu'elle s'est libérée du regard de son père. J'ai un regard sur le corps des hommes, mais surtout des femmes, qui est horrible. Et celui de tes propres filles, donc. Et de celui de ma propre fille. De ta propre fille. Que j'ai traumatisé. Et t'as raison, tu parles du corps, toi, et c'est terrible. J'ai un job à faire là-dessus, et là, j'en chie, quoi. Et en tout cas, t'es en train de le faire. Et rien que pour ça, c'est chouette. Merci. 57 balais, mon vieux. Ça serait, je crois que le monde tournerait mieux s'il y avait plus de mecs de 57 balais qui étaient sur ton chemin, quoi, tu vois. Ah oui. D'être capable de se regarder en face, de regarder les conneries qu'ils ont pu faire, de regarder les chemins qu'il y a besoin encore d'améliorer, etc., pour faire en sorte d'être plus aligné, quoi qu'il arrive. Merci, parce que parfois je me dis, est-ce que t'es sur le bon chemin, ou je me pose quand même des questions, quoi. Toujours sur le bon chemin. Ouais. C'est quoi les autres chemins, à part celui de ta vie? C'est ça. Merci beaucoup, Charlie, c'était super. Merci C'était adorable. à toi.